Histoire vivante, proposée par Irène Chalon et Jean Leclerc. Cette semaine, la CIA. De Berlin à Téhéran, en passant par la Provence, l'agence, sa vie, ses heures. Elle pouvait faire exactement ce qu'elle voulait. Elle pouvait recruter des armées, acheter des banques. Nous étions tous financés par la CIA, mais nous ne nous en doutions pas. La sécurité nationale des États-Unis, légalement ou illégalement. Le coup d'État de 1953 a été considéré à l'époque par la CIA comme un véritable succès. En 1954, les États-Unis intervenaient presque ouvertement pour abattre un gouvernement de gauche qu'ils estimaient contraire à leurs intérêts stratégiques et commerciaux. Ce n'était pas la première sale combine menée à l'étranger avec succès, mais ce fut certainement la première de cette ampleur. Elle a en quelque sorte donné à l'agence son statut de majorité. Quel est le surnom du premier patron des services? Que fait-on chaque 18 septembre à Fort Langley? Où l'agence n'a-t-elle pas le droit d'agir? À quoi ressemble l'organigramme? Combien de départements? Et qui fait quoi? Qui était Kim? Pourquoi le secrétaire général a-t-il abattu son ministre de la Sûreté? De quoi les services secrets sont-ils le reflet et l'expression? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées dans cet épisode intitulé « L'avènement ou la chute ». Le désastre de Pearl Harbor aura eu au moins une conséquence positive pour les États-Unis. La prise de conscience d'une nécessité vitale de créer un service de renseignement centralisé. Le président Franklin Delano Roosevelt veut en finir avec les lacunes des services précédents qui ne se sont pas montrés en mesure de prévoir la violente attaque japonaise contre les forces navales et aériennes. C'est ainsi qu'est créé en juin 1942 l'Office of Strategic Services, l'OSS. L'OSS se doit de collecter tout renseignement à la demande de l'état-major interarmé et de conduire des opérations clandestines. Mais la juridiction est prudente et l'OSS n'obtient pas d'emblée tous les feux verts qu'elle pouvait désirer. Ainsi, le Federal Bureau of Investigations, le FBI, conserve ses prérogatives sur les activités de renseignement en Amérique latine et les services de renseignement des forces armées conservent également leur sphère de compétences. William Joseph Donovan, alias Wild Bill, est le premier patron de l'OSS. C'est lui qui dirige et organise les parachutages d'armes destinés aux résistants de l'Europe occupée. Son agence, en Suisse, est placée sous la direction d'Allen Dulles. Et cette agence noue des contacts avec les chefs de la résistance allemande. À la fin de la guerre, l'OSS est démantelé par le président Truman et ses services répartis entre divers organes fédéraux. L'OSS est ainsi remplacé par le Central Intelligence Group, le CIG, puis peu après par la Central Intelligence Agency, le 18 septembre 1947. William Colby, un ancien directeur de la CIA. Le directeur qui commande la CIA porte en réalité deux casquettes. Un, il est le chef de la CIA proprement dite. Deux, il est le directeur, ou plus exactement le coordinateur de l'ensemble des services secrets des États-Unis. Victor Marchetti, ancien directeur adjoint de la CIA. La CIA fut d'abord créée pour obtenir des renseignements, pour analyser ces renseignements et les centraliser, pour pouvoir les étudier dans la meilleure tradition académique. Cependant, elle fut aussi créée pour lutter de façon subversive contre les forces subversives que nous devions affronter. S'opposer à la subversion par la subversion, autrement dit, opération légale comme
illégale. Mais on en est à la période artisanale. Une partie des services est logée dans un stade, l'autre dans un entrepôt, le troisième s'isole dans une petite villa. Le tout autour de la capitale administrative, Washington. En devenant le principal organe de renseignement des États-Unis, la CIA voit ses prérogatives s'établir. Coordonner les activités de renseignement des divers services ministériels, conseiller le président des États-Unis dans tous les domaines concernant la sécurité nationale, collecte des renseignements dans les domaines politiques, militaires, sociologiques, scientifiques et techniques, mais aussi économiques. L'un des seuls terrains sur lequel la CIA n'est pas admise, c'est le sol même des États-Unis. Elle n'est pas habilitée à opérer sur le territoire national. Dans le domaine de l'action clandestine, la CIA est chargée de mener des activités spéciales au profit de l'intelligence community et des États-Unis et est autorisée à mener des activités de propagande clandestine en Europe occidentale et orientale. Richard Helms, un ancien directeur de la CIA. Le directeur de la CIA jouit d'une considérable liberté d'action. C'est lui qui décide souverainement quelles seront et comment seront menées les missions confiées à l'agence par le président des États-Unis et par le Conseil national de sécurité. Organe de l'exécutif, la CIA est placée sous la direction du Conseil national de sécurité, qui comprend le président des États-Unis, le vice-président, le secrétaire d'État et le secrétaire à la défense. Le NSC, institué au début de la guerre froide, en 1947, reste l'organe central de décision présidentielle en matière de politique étrangère et de défense. Stansfield Turner, ancien directeur de la CIA. Le Conseil national de sécurité est un petit groupe de conseillers qui, à la Maison-Blanche, aide le président à prendre des décisions en matière de sécurité. Certaines opérations à haut risque sont censées être approuvées par le comité du Conseil national de sécurité, qui a porté d'ailleurs différents noms. Le directeur de la CIA doit informer le Congrès de certaines des actions qu'il met en route secrètement. Il n'est pas totalement libre de prendre certaines décisions de sa seule et propre autorité. Nous avons d'ailleurs au Congrès 2 commissions chargées de surveiller étroitement les activités de renseignement, notamment en ce qui concerne les budgets. Dès les années d'après-guerre, la CIA dispose d'antennes dans le monde entier qui vont au fil des années se développer et se structurer. La CIA est divisée en 4 départements. La direction des opérations est chargée de la collecte des informations et des actions clandestines et dispose pour ce faire de services spéciaux. Elle est également responsable du recrutement, de la formation et de la gestion des agents à l'étranger. La direction de la science et de la technologie est-elle responsable de la collection technique des informations. Sa mission consiste à exploiter les renseignements électroniques. La direction du renseignement est responsable, elle, de l'exploitation et de la diffusion des renseignements. Et enfin, la 4e, la direction de l'administration, qui est responsable du bon fonctionnement de la CIA. En fait, elle est en charge du recrutement et de la formation du personnel et assure ainsi le fonctionnement des infrastructures et de la sécurité interne. Voici pour l'organisation. L'adresse, elle, est relativement simple à trouver. Vous arrivez à Washington, vous suivez les panneaux l'anglais et ensuite les panneaux CIA. Là, vous avez toutes les chances d'arriver devant le quartier général de la CIA, mais vous aurez aussi toutes les chances de rester devant ce quartier général. Victor Marchetti, ancien directeur adjoint de la CIA. Ce quartier général assume d'innombrables tâches. C'est avant tout le centre nerveux de toutes les opérations mondiales de la CIA. Tous les rapports les concernant aboutissent à Langley,
d'où repartent les ordres et les instructions. Une part de l'activité de Langley est consacrée aux façons de financer avec le Congrès et de parer à tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner une organisation mondiale. C'est là que sont menées toutes les recherches et analyses ayant trait au renseignement, là que sont concoctés les rapports et les estimations. C'est aussi à Langley que sont menées toutes les recherches scientifiques et techniques et que l'on concrétise les informations fournies par les photos satellites. Fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la CIA a pris son essor grâce aux hommes de l'OSS, l'ancien bureau des affaires stratégiques et de renseignement fondé par Roosevelt après le désastre de Pearl Harbor. Ces hommes de l'OSS ont particulièrement formé l'esprit régnant dans la CIA au lendemain de la guerre, quand celle-ci remplace l'OSS. Les cibles, quant à elles, se modifient au fil de l'histoire. Les hommes de l'OSS combattent les nazis, ceux de la CIA combattent les communistes. Originaire d'Europe de l'Est, Peter Sichel est de ces hommes qui a appartenu aux deux agences, l'ancienne et la nouvelle. Tous les hommes clés de la CIA étaient d'anciens officiers de l'OSS. Il y avait une raison à cela, c'est qu'ils avaient l'expérience et le savoir-faire, et ils avaient aussi les motivations nécessaires pour s'engager dans la guerre anticommuniste. Les antifascistes deviennent-ils automatiquement des anticommunistes ? Oui. C'est un état d'esprit anti-totalitaire qui prit naissance avec le fascisme et qui s'est continué ensuite contre le communisme. Après tout, nous avons bien vu le destin des pays de l'Est absorbé par la Russie. Il était idéologiquement facile de passer de l'un à l'autre. Vous êtes entré à la CIA, qui faisiez-vous ? J'étais en Allemagne un certain nombre d'années, à Berlin. Qui faisiez-vous ? J'étais le chef de la CIA là-bas. Vous étiez chef de CIA à Berlin. Tom Braden. Les projets mis sur pied par l'OSS pendant la guerre étaient souvent en cours et la CIA les a repris à son compte. En plus, dès le début, la CIA a poursuivi le genre d'opération audacieuse menée par l'OSS. L'une des premières opérations de la CIA fut le fameux parachutage avorté en Albanie qui tourne à court à cause d'un espion soviétique infiltré dans les services britanniques, Philby. Harold Philby, connu dans le milieu des agents sous le pseudonyme de Kim. Fils d'un agent de l'Intelligence Service britannique passé au service d'Ibn Saoud d'Arabie Saoudite, Kim Philby entre à Cambridge en 1929. Une série de voyages en Allemagne et en Autriche le mettent en contact avec le mouvement communiste international. Empêché d'intégrer le Foreign Office en raison de ses opinions communistes, il fait une carrière de journaliste, notamment en Espagne, où il couvre la guerre civile du côté de Franco. Entré finalement au MI6, il devient l'étoile montante de l'espionnage britannique et parallèlement le plus précieux agent des soviétiques en Occident. Nommé en 1946 à la station d'Istanbul pour surveiller les opérations secrètes d'infiltration dans le Caucase, il devient en 1949 responsable du MI6 à l'ambassade britannique de Washington, chargé des liaisons avec la CIA et le FBI. À ce titre, il est bien sûr aux premières loges pour suivre les progrès du décryptage des dépêches soviétiques et tenir ainsi au courant les soviétiques eux-mêmes. En 1949, le projet d'invasion secrète de l'Albanie est le premier échec de la CIA. Des centaines d'agents sont parachutés dans le pays pour être cueillis et massacrés par les forces communistes avertis par le responsable du MI6 en personne, l'agent double Kim Philby. Cette histoire, parmi cent autres, illustre l'univers de l'espionnage fait de mensonges, de dissimulation, de contre-dissimulation, où l'ennemi est le plus souvent insaisissable, autant d'arguments
pour justifier les basses besognes des services appelés élégamment « actions clandestines » dont Tom Braddon a eu un temps la responsabilité. L'action clandestine emprunte tous les aspects depuis, disons, payer un éditeur pour raconter une histoire dans son journal, ou peut-être répandre des rumeurs dans un quartier populeux de quelques pays sous-développés. Cette forme d'action clandestine serait plutôt bénigne. Ça peut être aussi des subventions à une revue en difficulté et dont vous souhaitez que les opinions soient largement diffusées. Et cela va jusqu'au débarquement de parachutistes en pleine nuit dans le palais d'un chef d'État, l'enlèvement de quelqu'un ou même un assassinat. Seizing a body somewhere, or even an assassination. Histoire vivante, cette semaine, la CIA. Aujourd'hui, l'avènement ou la chute. La tentative avortée d'invasion en Albanie illustre également assez bien le monde de l'espionnage de l'après-Seconde Guerre mondiale. Le monde est coupé en deux blocs. Côté américain, on cherche par tous les moyens à contenir, voire à repousser l'avancée communiste. Kidnapping en Bulgarie, parachutage en Ukraine, infiltration dans ce qui deviendra bientôt l'Allemagne de l'Est, mais les États-Unis mordent la poussière. La campagne pour repousser le communisme en Europe est un échec total. L'Amérique choisit donc une stratégie moins frontale pour contrer la poussée communiste. Une technique classique dans le monde de la propagande, la radio. Depuis l'Allemagne de l'Ouest, Radio Free Europe, Radio Europe Libre et Radio Liberté diffusent chansons et nouvelles et tout ce qu'il faut pour ne plus adhérer aux théories du marxisme révolutionnaire, annonciateur du grand soir. Alors que déjà de l'autre côté du mur, les opinions sont un peu faites et des blagues circulent sous le manteau. En voilà une, typique des années 50 en Allemagne de l'Est. Ulbricht, secrétaire général du PC de l'époque, convoque son ministre de la Sûreté et il lui demande « 2 et 2, ça fait combien ?»« 5, camarade président. » Ulbricht sort un revolver et l'abat. D'autres camarades, alertés par le bruit, arrivent aussitôt et s'étonnent. « Mais, camarade, pourquoi l'as-tu tué ?» Réponse, il en savait trop. Ainsi, la nouvelle agence de renseignement, CIA, fondée en remplacement de l'OSS au lendemain de la guerre, se voit-elle dans l'incapacité de repousser l'implantation stalinienne en Europe. Aussi, dans le cadre de ses activités souterraines, l'agence va bientôt orienter son action de propagande clandestine sur 2 pays fortement imprégnés de l'idéal communiste, la France et l'Italie. Grève des dockers, brisée à Marseille par des Siciliens recrutés par l'agence, arrivée au pouvoir de la démocratie chrétienne, soutenue par la CIA. Nous écoutons Tom Braddon, ancien vice-directeur de l'agence. Les journalistes étaient une cible, les syndicats aussi, représentaient une activité dans laquelle les communistes dépensent le plus d'argent. Ils ont implanté un syndicat communiste en France juste après la guerre. Nous les avons contrés avec Force ouvrière. Ils ont mis également sur pied avec succès un syndicat communiste en Italie et nous les avons contrés avec la CISL. Des syndicats commencent à voir le jour, financés en sous-main par la CIA, parfois même sans que les syndicats eux-mêmes ne soient au courant. Et l'argent de la CIA pénètre ainsi progressivement dans quelques zones considérées sensibles par l'agence. Ce qui pouvait servir de couverture aux communistes, ou cette partie de la population susceptible de tomber sous l'influence communiste. Par exemple, nous avions un vaste projet visant les intellectuels, la bataille pour l'esprit de Picasso, si vous voulez. Les communistes créaient des organisations dans lesquelles ils attiraient du monde, particulièrement les intellectuels français. Nous avons alors instauré des contre-organisations.
Une des couvertures les plus importantes pour la CIA est le CCF, le Congrès pour la liberté culturelle, dont le siège social se trouve à Paris. L'un des nombreux journaux financés par la CIA est la revue britannique Encounter, où la plupart des articles sont signés par des intellectuels progressistes. Tom Braden. Le budget annuel du Congrès pour la liberté culturelle, dont j'avais la charge, s'élevait à 809 000 $, y compris les subventions pour la revue Encounter. Cela ne signifie pas que tous ceux qui travaillaient pour Encounter ou qui écrivaient pour lui connaissaient le fond de l'affaire. La plupart des collaborateurs de la revue, à l'exception de son directeur, ignoraient qu'elle était payée par la CIA. On serait en droit de se demander quel intérêt pouvait avoir la CIA alors à financer de pareilles publications. Mais ce serait fort mal apprécier l'esprit inévitablement tordu de tous ceux qui travaillent dans le monde du renseignement. Il y a un journal communiste aux États-Unis qui s'appelle le Daily Worker. Et pendant plusieurs années, la CIA a subventionné le Daily Worker. Pas complètement, mais nous avons acheté suffisamment d'abonnements pour faire vivre le journal, car il était menacé de faillite. Pourquoi cela? C'est un bon exemple de la tactique qui consiste à s'assurer que votre ennemi est bien localisé. L'époque a désormais changé. De l'après-Deuxième Guerre mondiale, on est entré au cœur de la guerre froide. La centrale de renseignement a pris un essor considérable. Le directeur de la CIA a changé et, il ne faut sans doute pas s'en étonner, ce nouvel homme, Alan Dulles, se trouve être le propre frère du chef du département d'État, Foster Dulles. Cette fraternité complémentaire annonce les beaux jours pour une CIA qui a largement passé son brevet d'essai. L'agence a fait ses preuves, on lui laisse les mains libres. On retrouve Tom Braden, un des anciens vice-directeurs de la CIA. La CIA devait-elle rendre compte de l'argent dépensé? Non, la CIA ne devait pas rendre compte de ses dépenses, sauf au président, s'il voulait savoir combien d'argent était dépensé. Mais sinon, non seulement les fonds n'étaient pas contrôlés, mais ils n'étaient même pas déclarés au grand jour, si bien qu'il n'y avait aucun moyen de contrôle. Des fonds non déclarés, cela signifie des dépenses qui ne sont pas comptabilisées. Si le directeur de la CIA voulait faire un cadeau à quelqu'un en Europe, disons un leader syndical supposé qu'il travaille bien et se trouve à un bon poste, il pouvait le lui remettre sans en rendre compte à personne. Y a-t-il eu beaucoup de cadeaux de ce genre? Oh oui, beaucoup. Beaucoup furent gratifiés pour des tâches menées à bien ou pour les réaliser. Pour influencer les gens? Aussi pour les influencer, oui. Des politiciens en Europe, particulièrement juste après la guerre, reçurent beaucoup d'argent de la CIA. Du fait qu'elle n'était pas contrôlée, la CIA pouvait recruter autant de gens qu'elle voulait. Elle n'avait jamais à le déclarer à une commission quelconque, et aucune commission n'en a jamais entendu parler. Elle pouvait faire exactement ce qu'elle voulait, ce qui ouvrait la porte à toutes les éventualités. Elle pouvait recruter des armées, acheter des banques. Il n'y avait simplement pas de limite à l'argent qu'elle pouvait dépenser, pas de limite aux gens qu'elle voulait recruter, et pas de limite aux activités qu'elle jugeait utiles à la conduite de la guerre secrète. Quand vous dites qu'elle pouvait avoir autant d'argent qu'elle voulait, vous le pensez vraiment? Oui, tout l'argent qu'elle voulait. La CIA, pourvue d'un trésor de guerre apparemment illimité, se met à grandir. John Marks, ancien directeur du département de renseignement, en dressant une liste complète des intérêts commerciaux secrets de la CIA, montre combien l'agence est devenue une véritable multinationale. La CIA gère le plus grand réseau de lignes aériennes au monde, et vous pouvez avoir une vue d'ensemble des compagnies de la CIA dans cet immeuble. La Pacific Corporation est la compagnie mère, et puis vous avez Air America, et une autre compagnie, la Pacific Engineering Company, et une autre ici, la Thai Pacific Service, et une autre du nom de Civil Air Transport. Ils se sont servis de ces compagnies dans le passé pour transporter du riz pour les réfugiés au Vietnam, pour mener des missions secrètes de bombardement contre les troupes nord-vietnamiennes au Laos. Parfois, des avions d'Air America ont même transporté de l'opium au Laos. Ces lignes aériennes sont utilisables pour n'importe quelle mission clandestine.
Histoire vivante, cette semaine, la CIA. De Berlin à Téhéran en passant par la Provence, l'agence Sa vie, ses œuvres. Jacques Maté-Doré au micro d'Histoire vivante en 2003. On ne prête qu'aux riches, avec le KGB soviétique, le MI5 britannique, le Mossad israélien, comme dans le temps avec la Stasi est-allemande, la CIA est la première entre les services bulgares, syriens, chinois, pakistanais et autres à être tenue pour la source de tous les maux ou de tous les bienfaits selon qu'on se trouve dans telle partie du monde ou dans telle autre. Par définition, un service secret, il se meut dans l'invérifiable. Et même lorsque l'évocation du secret se fait avec des témoins directs, à l'image et au son, au dernier moment, quand on leur demande oui ou non, eh bien, ils se réfugient devant le serment du secret. J'ai juré en quittant l'armée des États-Unis que je ne dirai jamais rien sur ce sujet. Mais vous m'en avez parlé. Vous ne pouvez pas le prouver, non? Je peux affirmer que vous me l'avez dit. Racontard. Donc, vous ne voulez pas parler? Non, je ne le dirai pas. Mais des gens possédaient des armes biologiques et ils s'en sont servis. Je n'en dirai pas plus. Ils les ont utilisées. Là où le souci est d'effacer toute trace, toute documentation, il n'y a pas de place pour autre chose que pour le romanesque. D'où OSS 117, d'où John le Carré et tous les autres. Ou alors, les journalistes. Les dernières parutions, en tout cas en français, sont pour la plupart dues à des journalistes. Un scientifique ou un historien, dans l'acception du chartiste qui s'appuie sur des textes, s'empare extrêmement rarement de la matière, du service secret et de l'espionnage. C'est donc à nous de trouver les mots de l'énigme, et plus précisément notre imaginaire, qui est forcément marqué par le lieu où l'on se trouve. L'espionnage et le service secret, pour moi, ne sont pas des objets de l'histoire, mais ce sont l'expression de notre inconscient, de l'histoire que nous sommes en train de vivre. Les services secrets, expression de l'inconscient de l'histoire que nous vivons. Une interprétation sur laquelle Jacques Maté-Doré aura l'occasion de revenir un peu plus tard, mais qui, dès le départ, nous met sur la voie du décryptage obligé auquel nous sommes amenés à avoir recours dès lors que l'on veut s'intéresser à ce type d'univers. Nous aurons l'occasion de le dire et de le redire, et tant pis s'il s'agit d'enfoncer des portes ouvertes. Dans le monde du renseignement, il n'existe rien qui ne soit systématiquement, forcément codé. Nous retrouvons Jacques Maté-Doré. C'est la CIA elle-même qui est au centre du problème. Elle est fondée en 1947 par Harry Truman, en tout cas sous son autorité. Son siège est à Langley, en Virginie. Elle compterait, parce que tout ça est à vue de nez, sont des approximations, on ne sait pas, une vingtaine de milliers d'employés officiels. Et son budget dépasserait 1,5 milliard à 2 milliards de dollars. On estime toujours à vue de nez que ce n'est que le 20e des sommes consacrées par les États-Unis à leur sécurité intérieure et extérieure. La CIA, vous l'avez dit, et on le dit souvent, est très fréquemment promise au déclin. Le dernier bouquin paru en français de Baer parle même de la chute de la CIA. Mais il faut se méfier, il y a peut-être là de l'auto-intoxication. Préface de la chute de la CIA de Robert Baer, édition Folio Documents. Fin 1994, je passais pratiquement ma vie dans les avions.
J'arrivais à Amman, en Jordanie, en fin d'après-midi, prenais rapidement une douche à l'hôtel, passais la nuit à discuter avec tel ou autre dissident irakien sur ce qu'il convenait de faire concernant Saddam Hussein. Souvent, je m'écroulais sur mon lit bien après minuit pour me relever à peine quelques heures plus tard et attraper l'avion qui me ramènerait à Washington et à mon bureau au siège de la CIA, à Langley, en Virginie. Cela faisait de longues journées, mais j'en avais l'habitude, ayant passé quasiment 20 ans à arpenter le Proche-Orient au même rythme. Au cours de ces démarches diplomatiques clandestines, il m'arrivait de faire un arrêt à Londres, histoire de me promener dans la ville pour reprendre souffle. Je n'avais pas d'itinéraire particulier. Pourtant, j'aboutis plus d'une fois, et sans le vouloir, du côté de Edgware Road, un quartier du centre de Londres, à dominante arabe et proche-orientale. Entre les femmes voilées et les hommes qui déambulaient en robe fluide, j'avais l'impression d'être toujours là-bas. Cependant, il y avait une différence subtile, les librairies. Dans la plupart des pays du Proche-Orient, les librairies n'ont pas le droit de vendre des pamphlets islamiques radicaux prônant ouvertement la violence, mais dans celles arabes de Londres, on en trouvait des rayons. Un coup d'œil sur les titres en gras suffisait à l'édification du lecteur. C'était la haine, une haine profonde, irréductible pour les États-Unis. Dans la vision du monde de ceux qui écrivaient et publiaient ces pamphlets, le djihad, la guerre sainte entre l'islam et l'Amérique, n'était pas seulement une éventualité. Pour eux, la guerre relevait de l'évidence, et elle était déjà en marche. Pour avoir passé une grande partie de ma vie au Proche-Orient, je savais qu'une haine aussi intense, aussi violente, ne représentait qu'un dévoiement de l'islam. Mais je savais aussi mieux que d'autres les ravages humains qu'elle pouvait entraîner. Souvent, je jetais un œil aux mentions en petits caractères. Le nom de l'éditeur ou du rédacteur en chef n'apparaissait que rarement et jamais aucune adresse légale. Cependant, à de rares exceptions près, figurait un numéro de boîte postale en Europe, souvent en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Nul besoin d'une agence de renseignement sophistiquée pour comprendre que l'Europe, traditionnellement notre allié dans la guerre contre les méchants, était devenue un foyer du fondamentalisme islamique. Par curiosité, je demandais à mes collègues de la CIA à Londres s'ils savaient qui diffusait ce genre de documents. Ils n'en avaient aucune idée. Après tout, quoi de plus naturel ? Dans la mesure où pas un seul des membres de notre bureau londonien ne parlait un tant soit peu l'arabe, il était fort probable que personne n'aille jamais traîner ses guêtres du côté de Edgware Road. En eût-il été autrement, de toute façon personne n'aurait été capable de déchiffrer ces ouvrages venimeux. De plus, les autorités britanniques interdisaient à la CIA de recruter des agents, fondamentalistes islamiques ou autres, sur le territoire anglais. Alors, à quoi bon passer son temps avec les Arabes de Londres ? Concernant les fondamentalistes islamiques, le point de vue officiel était que nos alliés en Europe et au Proche-Orient fourniraient les pièces manquantes. Maintenir nos agents à nous, nos propres sources étrangères, était devenu trop salissant. Parfois, ils se conduisaient mal, provoquaient de vilains incidents diplomatiques. Pire, ils ne collaient pas à la vision morale de l'Amérique sur la façon dont le monde devait tourner. Non seulement la CIA se débarrassa donc méthodiquement de beaucoup de ses agents, mais elle se mit aussi à délicatement virer nombre de leurs anciens officiers traitants, des professionnels chevronnés qui avaient passé leur carrière dans les bleds paumés du monde entier. En 1995, l'agence promut au grade de directeur des opérations, le responsable numéro 1 de l'espionnage, un analyste qui n'avait jamais opéré à l'étranger. Lui succéda un retraité, et au retraité, un officier qui avait gravi les échelons essentiellement grâce à ses talents politiques. Autrement dit, la CIA s'était elle-même retirée des affaires. Elle ne s'occupait plus de l'espionnage. Comment s'étonner dès lors que nous n'ayons eu aucun agent dans les mosquées de Hambourg pour nous informer que Mohamed Atta, chef présumé des pirates de l'air du 11 septembre,
recrutait des kamikazes pour le pire attentat jamais perpétré sur le sol américain. Le 11 septembre n'est pas le résultat d'une unique erreur, mais d'une série d'errements. Nous n'avons eu ni les renseignements nécessaires, ni les moyens de les réunir. Ce livre de mémoire montrera au lecteur, je l'espère, comment l'espionnage est censé fonctionner, où la CIA s'est égarée et comment la remettre sur la voie. Mais je souhaite aussi qu'il remplisse un autre objectif. Oui, je voudrais qu'il montre pourquoi je suis furieux de ce qui est arrivé à l'agence et pourquoi tout Américain et tout individu soucieux de la protection de ce pays devrait être aussi furieux et inquiet que je le suis. En laissant se délabrer la CIA, nous avons perdu une protection vitale pour notre souveraineté nationale. Et cette question n'est pas moins cruciale pour tous nos alliés, dont en premier lieu les Européens. Les uns et les autres doivent savoir que ce qui est arrivé à la CIA n'est pas le pur fruit du hasard. Elle a été méthodiquement détruite par le politiquement correct, par de mesquines guérillas internes, par le carriérisme et bien d'autres choses encore. À une époque où la menace terroriste s'exacerbait dans le monde entier, on procédait au grand nettoyage dans l'agence qui aurait dû la surveiller. Les Américains gagnaient trop d'argent pour s'en inquiéter. La vie était belle. Avec un océan de chaque côté, nous étions protégés. Flottant sur cette mer d'égocentrisme, la Maison-Blanche et le Conseil national de sécurité sont devenus des cathédrales du commerce où l'intérêt pour les gros marchés l'emportait sur la protection des citoyens américains, tant sur leur territoire qu'à l'étranger, et où plus largement, la paix de la planète n'était plus fondée sur la sécurité. Rendue inoffensive, découragée, la CIA se voyait réduite au rôle de spectatrice. Le 11 septembre 2001, la facture d'une négligence aussi énorme a été présentée aux yeux du monde. Certes, personne ne pouvait prévoir avec précision les attaques du 11 septembre. Il n'en reste pas moins inconcevable qu'il ait fallu tant de morts pour nous ouvrir les yeux sur le fait que nous avons sacrifié une ressource nationale à la cupidité, à la commodité et à une politique étriquée. J'enrage et je crois que nous devrions tous enrager que le 11 septembre, les courageux passagers du vol 93 de United Airlines aient été la première et l'unique ligne de défense de la Maison-Blanche, alors que ce devait être le rôle de la CIA, du FBI, des services de l'immigration et de la naturalisation et des administrations qu'entretiennent nos impôts. Récemment, un ami journaliste m'a raconté que l'un des plus hauts responsables de la CIA lui avait confié en privé que lorsque la suie et la fumée seraient enfin retombées, les Américains découvriraient que le 11 septembre représentait un triomphe et non un échec pour les services de renseignement. Si telle est la ligne de pensée officielle de l'agence, alors je suis plus que furieux. Je suis terrifié par ce qui nous attend. Histoire vivante, cette semaine, la CIA. Aujourd'hui, l'avènement ou la chute. Jacques Maté-Doré au micro d'Histoire vivante en 2003. La mission de la CIA reste, au milieu d'au moins 12, 13 autres agences très spécialisées, de les coordonner et de centraliser les efforts nécessaires à assurer, dit l'acte officiel de création de la CIA en 1947, la sécurité nationale des États-Unis et, précise le document, légalement ou illégalement, c'est-à-dire par tous les moyens. C'est noir sur blanc. Comme toute intelligence, selon l'acception anglo-saxonne du terme, le rôle de cette intelligence-là est de percer le secret des autres, mais d'organiser le secret autour de soi. Ça paraît évident, mais je crois qu'il faut parfois le rappeler. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les chefs d'État anglais, américains et soviétiques envisagent sérieusement de mettre la main sur les scientifiques et ingénieurs nazis ayant travaillé sur les programmes aéronautiques du Reich, notamment les fusées.
L'usine allemande des V2 de Dora Mittelbau est placée sous contrôle russe. De leur côté, les services secrets américains décident de faire main basse sur tout ce qui peut être pris dans l'usine. Le 2 mai, peu après la nomination de Harry Truman comme président des États-Unis, suite à la mort de Roosevelt, Wernher von Braun et son équipe sont récupérés du site de Dora Mittelbau par les Alliés. Le 31 du même mois, le dernier convoi de camions du colonel Holger Toftoy quitte le site de Dora Mittelbau quelques heures à peine avant l'arrivée des troupes soviétiques. Les éléments saisis sont d'abord acheminés à Anvers, puis transportés par bateau jusqu'à la Nouvelle-Orléans pour finir leur transit secret au sein de l'arsenal Redstone dans l'État de l'Alabama. Pour calmer la colère des Soviétiques, les Américains promettent de rendre ce qu'ils ont pris, mais envoient en lieu et place un chargement de pièces de tracteurs défectueuses. Si l'immédiate issue de la Seconde Guerre mondiale a donné le sentiment d'une relative entente entre Russes et Américains, cette opération coup de poing est l'un des nombreux incidents qui vont alimenter de manière souterraine le terreau d'une terrible guerre froide. En septembre 1946, convaincu que les scientifiques allemands pourraient aider aux efforts d'après-guerre américains, le président Truman donne son accord pour autoriser le projet Paperclip. Ce projet Paperclip est ainsi appelé trombone, tout simplement parce que les dossiers des scientifiques sont attachés à leur dossier d'immigration par de simples trombones. Le président Truman exclut d'avance tout scientifique ayant été membre du parti nazi. Un département de la CIA, le département G2, est chargé de la coordination de l'opération Paperclip. Il se doit de surveiller l'activité de toute personne pouvant représenter un risque pour le projet. Des enquêtes de fond sont menées. En février 1947, Boscott Wave, le responsable de ces enquêtes, soumet pour examen le dossier d'un premier groupe de scientifiques au département d'État de la justice. Les dossiers sont accablants. Tous les scientifiques du premier lot sont ou étaient des nazis férus. Leurs demandes de visa sont refusées. Boscott Wave est furieux. Il rédige un mémo d'avertissement indiquant que les intérêts des États-Unis ont été parasités par les efforts de certains à vouloir tirer sur une ambulance. Le régime nazi a disparu corps et biens, mais les ennemis de l'Amérique sont toujours là. Il ne faudrait tout de même pas que les savants en question tombent dans le camp adverse, le camp communiste. Passons donc l'éponge sur le passé et occupons-nous du présent. Telle est la vie de Boscott Wave. Il ne s'agit là au fond que de réécrire le passé de quelques collaborateurs. L'opération Paperclip va ainsi aboutir à la naturalisation d'un premier groupe de plus de 50 scientifiques allemands en novembre 1954. Un an plus tard, ce sont 760 scientifiques allemands qui obtiendront la citoyenneté américaine et des postes éminents dans la communauté scientifique américaine. Dans un exposé de 1985 dans le Bulletin des scientifiques atomistes, Linda Hunt déclare avoir examiné plus de 130 rapports sur des sujets liés au projet Paperclip. Chacun d'entre eux a été modifié pour éliminer la classification de menace pour la sécurité. Truman, qui avait explicitement ordonné de ne pas admettre des nazis dans le cadre du projet Paperclip, n'a apparemment jamais été averti de la violation de cette directive. Les archives du département d'État et les mémoires d'officiels de l'époque confirment cela. Le projet sera stoppé en 1957 lorsque l'Allemagne de l'Ouest protestera auprès des États-Unis qui la dépouillent de ses compétences scientifiques. L'opération Paperclip ne sera déclassifiée qu'en 1973. Jacques Maté-Doré au micro d'Histoire Vivante en 2003. Se poser toute la question des relations entre la technique, la science, la politique et l'histoire. Vaste débat. On sait qu'il n'est pas encore achevé et qu'il ne s'achèvera peut-être qu'avec la réconciliation.
de la technique, de la science et de la sagesse, qui était l'ancien idéal grec. Pour l'instant, par rapport à mes souvenirs, je me souviens que dans la littérature spécialisée, il y eut dans les années 50 un succès de librairie sous le titre « La chasse aux savants allemands ». Il était raconté sous la forme romanesque, bien entendu, puisque, comme nous l'avons dit, nous sommes dans l'invérifiable. Il s'agit de la course-poursuite qu'Américains et Soviétiques, dès le lendemain de la bataille de Stalingrad, se sont livrés pour se partager les scientifiques et les techniciens haut de gamme de Hitler. Ceux de l'atome, pour le bonheur de la planète probablement, avaient déjà pour la plupart émigré outre-Atlantique. C'étaient des Européens antifascistes et surtout anti-nazis, Oppenheimer, Einstein, Teller, Fermi, etc. Il y eut ensuite le Danois Niels Bohr, qui a été transféré de force durant la guerre, c'était en 1943, je crois, où il participa à la mise au point à Los Alamos, donc de la bombe qui mit fin définitivement au second conflit mondial en explosant à Nagasaki et à Hiroshima. Il y eut encore une dizaine de savants atomistes qui ont ainsi pu passer dans l'autre camp au terme de l'opération dite Epsilon. Mais il en restait d'autres. Il restait les astronautes, puis des aéronautes comme Messerschmitt, qui a été le premier constructeur d'un avion à réaction, rappelons-nous. Et les astronautes, c'était d'abord von Braun, le père incontesté du programme spatial états-unien. Et il aurait dit au moment de choisir entre l'oncle Sam et l'oncle Joe, ce que je veux, c'est un oncle riche. Pourquoi est-ce que nous nous en offusquerions ? Rappelons-nous que Léonard de Vinci présentait ses offres aux puissants d'abord comme ingénieur et comme stratège. Il mentionnait qu'en annexe, qu'il avait quelques talents de peintre. Et puis, justement, dans la chasse aux ultimes savants, il y a les chimiobiologistes, auxquels appartient Kurt Blomet. Il était adjoint du chirurgien-chef du Troisième Reich, responsable du programme bactériologique, à l'occasion duquel il se signale aussi comme un spécialiste de l'anthrax. Sa compétence lui sauve aisément sa tête au procès de Nuremberg. Alors, poser la question morale à ce propos, boîte de Pandore pas, je crois que la science va à son propre chemin et il y a des savants résistants ou pas, des savants moraux ou moins moraux, des savants qui ont le sens de l'histoire et de leur rôle dans l'histoire, et d'autres qui l'ont moins. La CIA aurait donc repris avec Frank Olson et ses collègues une part de ce Blomet, parfait cynique. Je dirais, encore une fois, qu'il n'y a là rien que de très normal. Par définition, la CIA est orientée technologie avant tout. Elle s'est occupée de technologies lourdes. C'est elle qui a imposé à l'armée de l'air américaine l'étude et la fabrication de l'avion espion U-2, qui fit capoter le sommet de Paris. Je m'en rappelle parce que j'y étais. Et c'était une phase extrêmement tranchante de la guerre froide. Il est donc naturel que, toujours dans la technologie, la CIA s'occupe de ce qu'on appelle le lavage des cerveaux, soit chimiquement, soit psychologiquement. Et là, nous entrons dans un domaine extrêmement sensible, qui est celui de la culture, de l'information et de la désinformation. C'est dans ces deux derniers domaines qu'un service secret de sécurité nationale, qu'il soit américain, chinois, soviétique, enfin, quand on est une grande puissance, ne peut pas ne pas se consacrer à l'étude, puis à l'expérimentation, dans certains cas, voire à l'usage de ce qu'on appelle les substances chimiques ou biologiques. L'étonnant serait plutôt que nous nous étonnions de cela. La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique des faits divers de ces dernières années. L'affaire du pain qui rend fou. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé plus de 200 personnes. Des crises de folie hallucinatoire dues à la présence dans le pain de l'ergotine, le poison des céréales, ont fait plusieurs morts. La vente du pain a été aussitôt interdite. 16 août 1951.
Un vent de folie souffle sur le village de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Des dizaines d'habitants sont pris de crises de démence. La presse décrit des hommes terrorisés par des serpents qui leur fourmillent dans l'estomac. Un médecin évoquera la soirée du 25 août où des dizaines d'habitants sont pris de convulsions, comme la nuit de l'Apocalypse. Les témoignages des victimes sont terrifiants. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Absolument impossible de fermer l'œil, malgré tous les calmants et somnifères que le médecin a pu m'administrer. Alors il est évident, quand on reste 21 nuits sans dormir, l'esprit travaille. Et ma jeune fille avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la dévorer. Et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux. Elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux, qu'elle n'y arrivait pas. Et vous vous souvenez de quelque chose, mademoiselle? Oh, rien du tout, monsieur. À Pont-Saint-Esprit, on appelle ça le drame du pain maudit. Car les malades ont tous mangé le pain de la boulangerie Brillant. C'est la première fois en France qu'un village entier devient fou. La presse fait ses gros titres et s'interroge sur les raisons de cette hallucination collective. À Pont-Saint-Esprit, c'est la panique. On se rue désormais sur les biscottes. Rapidement, les corbillards se succèdent dans la bourgade. On comptera 7 morts, 300 personnes intoxiquées et une 50aine internées en psychiatrie. Un extrait du documentaire CIA, Pont-Saint-Esprit, 1951, le prochain documentaire d'histoire vivante, à voir dimanche soir sur RTS2. Notre épisode était intitulé « L'avènement ou la chute », une réalisation de David Golan. Demain, la suite de cette évocation et de quelques affaires tournant autour de la CIA.
Histoire vivante vous a été présentée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la collaboration de Jean-Philippe Zwalen, Corinne Rochat, Valérie Dantan et la voix de Jean-Marie Châtaignier. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet rts.ch/histoire vivante ou commander des CD de l'émission en appelant le 0848 828 818. Vous écoutez la première, il est 21h.